le courage est une des valeurs les plus importantes parce que sans le courage, tu ne peux pas protéger tes autres valeurs. Et pour moi, le courage de dire, ok, pour moi, l'alcool, c'est fini. Et je risque de me faire rejeter par mes proches, par une partie de mon entourage. Je vais devoir rencontrer des gens différemment, je vais devoir changer beaucoup de choses dans mon quotidien. C'est pas facile. Salut tout le monde et bienvenue au podcast Développement avec Brian Oumana. Pourquoi ce podcast ? Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette partie 2, j'échange avec Julien Gonia, qui est auteur, fondateur de l'organisologie et fournisseur de temps libre. Si votre problème c'est la gestion du temps, je vous propose d'écouter la partie 1. Dans cet épisode, on a abordé plusieurs thèmes comme le stoïcisme, les réseaux sociaux, les expériences qu'il fait. Il en fait plusieurs comme 2 ans sans alcool, 1 année sans réveil ou 30 jours sans smartphone et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Schwab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça va vous permettre, par exemple, d'écouter uniquement les points qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide le plus à faire grandir ce podcast. Je suis aussi sur Instagram @devbrianoumana, c'est DEV Brian Oumana. Bonne écoute. Donc pour commencer, j'aimerais quand même revenir sur la philosophie qu'est le stoïcisme. C'est juste. J'aimerais Tu savoir m'as dit qu'on allait un peu en parler. Ouais, exactement. J'aimerais savoir un petit peu, toi, comment est-ce que tu l'implémentes dans ta vie de tous les jours? Pourquoi t'être penché sur ce sujet et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Ouais. Alors, j'aimerais déjà dire que je ne suis pas un expert dans ce domaine. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet, j'ai essayé de l'enseigner, mais c'est sujet à interprétation, quoi. Comme beaucoup de philosophie. Quel genre de livre? Par exemple, Ryan Holiday, t'as lu oui, certains de ses livres? Ouais, je l'ai lu, j'ai même commencé à le traduire en fait en français. Ah ouais? Ouais, c'était une idée en fait, c'était de traduire ces textes et puis ensuite les envoyer tous les jours à moi-même en fait. Et je suis pas arrivé au bout, parce qu'en fait ce qui m'a démoralisé, c'est qu'au bout d'un moment, il y a la version française qui est sortie. Ah, Mais c'est pas grave, il y a la moitié qui sont traduites, puis ça me permettait aussi de travailler mon anglais, tu vois. Parce qu'évidemment, je traduisais pas avec DeepL, ce serait trop facile. Ouais, c'est sûr. Mais d'ailleurs, c'est un bon business ça, traduire des livres? Je sais pas. Je sais pas, mais ouais, il y a des gens qui s'inscrivent en fait à mon site web, donc ouais, je pense que ça peut être intéressant. Après, tu as toujours le risque, si le livre il fonctionne vraiment bien, mais il se fait traduire. Apparemment, la traduction elle est mauvaise, donc c'est chouette, mais bon, bref. Donc, il y a ceux qui s'intéressent au stoïcisme, il y a le manuel d'Épictète qui est très intéressant, qui est petit, et contrairement aux pensées de Marc Aurèle, qui est plus complexe à comprendre, surtout si tu ne comprends pas la doctrine stoïcienne. Le manuel d'Épictète, Épictète, il faut savoir que c'était il était un peu extrémiste, le gars, tu vois, c'était un bon pratiquant, et donc c'est assez clair, ça a l'avantage d'être assez clair. Donc le manuel d'Épictète est très bien, et il faudrait toujours l'avoir sur son manuel, sur sa table de chevet, parce que le stoïcisme, comme beaucoup de ces courants philosophiques, si tu ne le lis pas régulièrement, ça disparaît, tu sais, ça part, et puis le stress du quotidien revient. Donc ça, c'est intéressant. Sinon, il y a Pierre Hadot, qui a écrit le livre « Introduction aux pensées de Marc Aurèle », qui est excellent. Je crois que je l'ai lu 3 fois en 2 ans, le truc. Il est deep, et il permet de vraiment bien comprendre la philosophie du stoïcisme, et je recommande de commencer par là. Manuel d'Épictète, Introduction aux pensées de Marc Aurèle, et garder les pensées de Marc Aurèle pour plus tard. Alors que la plupart des gens commencent par ce livre et ils comprennent pas trop en fait ce que le mec raconte, parce qu'en fait il écrivait pour lui-même, pas dans le but d'être lu. Donc si tu comprends pas les valeurs du stoïcisme, les principes du stoïcisme, ça devient compliqué, tu vois. Donc il y a ça, et puis après il y a Sénèque qui lui était un excellent communicant, qui est plus connu aussi, hein. On dit souvent il y a Marc Aurèle, Sénèque et puis Épictète, mais Sénèque, lui, c'était intéressant parce qu'il était très riche, tu vois. Et donc, en fait, Nassim Nicolas Taleb, il dit c'est facile d'être un stoïcien si t'es pauvre, tu vois. Donc, en fait, Sénèque a été décrié parce que lui, il vivait dans la luxure, il était très riche parce qu'il était très
était très proche de Néron, qui était cet empereur complètement cinglé qui a fait tuer beaucoup de gens proches autour de lui, dont sa mère, tu vois, alors faut y aller, quoi. Qui a aussi ordonné à Sénèque de se suicider. Et donc, en fait, Sénèque, il écrit à Lucilius, et c'est des lettres qui sont très intéressantes parce que tu as l'impression que les conseils qu'il donne à Lucilius sont des conseils que tu pourrais donner à un CIO aujourd'hui qui est complètement sous l'eau, tu vois. Et c'est là que tu vois qu'on n'a pas beaucoup évolué. Donc, ce qui fait que le stoïcisme qui est né 300-400 avant Jésus-Christ, ça, c'est quelque chose de relativement récent. Donc voilà, le stoïcisme, comment je le pratique au quotidien, moi, l'un de mes exercices les plus intéressants que je fais, alors pour les gens qui ne connaissent pas le stoïcisme, ça peut paraître bizarre, mais en gros, c'est comme au moment du café avec ma conjointe, en fait, on se pose la question comment serait ta vie sans jouir de quelque chose que tu possèdes aujourd'hui. Donc, comment serait ta vie si tu ne pouvais pas voir? Comment serait ta vie si tu n'avais plus de business en ligne? Comment serait ta vie si tu pouvais plus marcher? Alors là, je te donne des exemples extrêmes, mais ça commence avec si mon smartphone ne s'allumait pas aujourd'hui, tu vois. Et en fait, cet exercice est très intéressant pour deux raisons. La première, c'est que tu luttes contre l'adaptation hédonique, c'est-à-dire tu continues à kiffer ce qui te semble acquis aujourd'hui. Et ça, c'est très important pour justement lutter contre vouloir toujours plus. Et donc pour moi, cet exercice a un lien direct avec l'organisation. Parce que plutôt que vouloir 10 projets, je prends soin de ce que j'ai aujourd'hui et j'essaye de le nourrir long terme. Et puis ensuite, ça te prépare au coup dur. Tu vois, c'est un exemple un peu dark, mais en gros, si tu as un proche mourant, mais tu le vois, entre guillemets, il tombe malade et tu peux te préparer mentalement, tu vois. Et donc quand ça va arriver, tu vas en baver, ça va être dur. On touche du bois, on espère que ça ne nous arrive pas, mais si ça arrive, voilà. Et l'intensité et la durée de l'événement risquent d'être moindres que si la personne, le matin, elle va au travail et puis elle décède dans un accident de la route, tu vois. Et donc, en fait, tu te prépares à des catastrophes sans forcément te faire emporter par elles. Et les personnes qui nous écoutent, si vous stressez juste à l'idée de faire cet exercice, ne le faites pas. Le but, c'est pas que vous soyez déprimé. Et puis voilà. Donc, c'est un exercice déjà relativement avancé dans le stoïcisme. Et tu m'as demandé ce que je faisais au quotidien, donc c'était ça. Puis après, c'était aller chercher l'inconfort, eau froide, faire du jeûne intermittent, faire du sport. Moi, je fais des marches lestées. Ne pas utiliser son smartphone durant un week-end. Donc, tu vois, aller chercher l'inconfort, faire des bivouacs, j'aime bien aussi le bivouac. Tout ça pour la simple et bonne raison que quand tu vas, je sais pas, tu fais un bivouac, puis tu passes 2 nuits dehors en hiver. C'est pas confortable. C'est pas forcément. Alors, ça dépend, tu vois, ça dépend de l'équipement que tu as et puis tout ça, mais même si c'est confort, bah, pour faire ton café, tu dois faire un feu, etc. Tu as la poignée de ta cafetière italienne qui fond sur le feu. Après, tu dis comment je fais pour verser mon café, etc. Après, tu arrives chez toi, tu presses sur un bouton, il y a de l'électricité, il y a de l'eau potable, etc. Et tous ces petits trucs font que, bah, en fait, tu luttes encore une fois contre toujours vouloir plus. Et tu kiffes, tu vois, tu kiffes le moment beaucoup plus facilement. Donc voilà. Ouais, t'apprécies constamment. En tout cas, chez moi, ça fonctionne beaucoup. Et des fois, au bout d'un moment, l'effet du stoïcisme, je le trouve super intéressant parce qu'après, tu peux aller très loin. C'est l'un des objectifs, c'est de rester calme, de te maîtriser, de te rester calme. Et donc, en fait, tu peux jamais dire, ok, là, c'est bon, peu importe ce qui arrive, je vais rester calme parce qu'en fait, tu sais pas ce qui va t'arriver, mais tu t'entraînes pour ça. Et donc, au bout d'un moment, l'un des effets assez intéressants du stoïcisme, c'est de dire, ok, je me réjouis de voir où ça va dérailler et comment je vais réagir. Et voir si je vais réussir à rester calme, en fait. Et donc, toutes ces choses se mettent en place, mais encore une fois, ça prend du temps et c'est de la connaissance de soi, quoi. Il y a un a priori avec le stoïcisme qui est justement le pas d'émotion. Alors qu'en fait, c'est pas d'émotion, mais c'est plutôt d'observer les émotions qu'on a et de les calmer. Ouais, alors moi je dirais, c'est pas se laisser emporter trop longtemps par des émotions négatives. Mais je pense pas qu'ils étaient contre les émotions positives. Pour avoir lu pas mal de textes, ils voulaient juste pas non plus que tes émotions positives, vu qu'elles sont hors ta zone de contrôle, enfin pas toutes, mais certaines, prennent le dessus sur ta vie.
et que tu commences à chercher à outrance l'approbation des autres, ou alors que tu puisses pas te sentir bien si, je sais pas, si t'as pas un immense repas gargantuesque, etc. Tu vois. Donc moi, pour avoir lu quelques textes quand même, je pense pas qu'ils sont contre les émotions, mais ils veulent pas que l'on se fasse emporter par ces émotions. Et typiquement la colère, surtout les émotions négatives, tu vois, la jalousie, la colère. Il recommande justement d'essayer de les gérer au mieux, quoi. Mais après, en tout cas, Sénèque est clair là-dessus, c'est qu'en fait, si tu perds ton fils, c'est normal que t'en baves, quoi. Le but, encore une fois, c'est pas que t'en baves toute ta vie, quoi. On parlait de réseaux sociaux avant. Ouais. Donc, toi, tu as un blog qui est lu par environ 4000 personnes par mois. 40 000. 40 000. Qu'est-ce que j'ai dit? Attention, les Lego, là. Sérieux, j'ai dit 40 000. Non, t'as dit 4 000. Ah, 4 000. Ouais. Ouais, pardon. 40 000. Ça varie, mais ouais, on va dire à peu près, 1000 personnes par jour. Ouais. Comme ça, les gens, ils arrivent à... Tu te rends compte de ça? Non. Non. C'est énorme. Moi, je trouve pas, en fait. Je trouve que c'est pas assez, tu vois, parce que je trouve ce que je dis alors, mériterait d'être plus partagé, mais évidemment, je suis créateur de contenu, donc je crois en ce que je dis, et voilà, mais... tout est relatif. Hein, tout est relatif, tu vois. Mais justement, en relativisant, 40 000 personnes par mois, ouais. C'est plus que la ville de Neuch, tu vois. C'est juste, ouais. Après, on peut partir dans l'autre sens. Hein. 40 000, c'est rien. C'est rien, c'est ça. Voilà, justement, c'est pour ça. C'est les deux. C'est pour ça, voilà, exactement. C'est pour ça que à quoi tu compares, tu vois ça. Ouais. Tu vois. Mais c'est vrai que dans le domaine de l'organisation, c'est pas mal. Organisation en France, c'est pas mal, je pense. Là, j'ai un concurrent, il oscille aux alentours des 60 000, tu vois. Mais je pense que, ouais, organisation en France. Après, si tu pars trop dans le développement personnel, tu peux atteindre d'autres chiffres, quoi. Bien sûr, ouais, c'est sûr. Ça dépend les thématiques et tout ça, quoi. Puis après, sur YouTube, tu as 12 000 abonnés. C'est juste. Tu as un compte LinkedIn. Tu te connectes une fois par semaine. J'essaye. T'essayes. Donc, comment est-ce que tu gères ces différents réseaux sociaux? Alors, en fait, est-ce que YouTube est un réseau social? On va dire que oui. Ok, alors YouTube, j'ai essayé de casser de comprendre le game YouTube. J'ai jamais vraiment réussi parce que, comme on le disait, j'ai de la peine avec les shorts, l'editing, le montage, tout ça, ça me saoule. Donc moi, j'ai tendance à dire, voilà la vidéo. J'ai fait des efforts et c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont bien fonctionné. Mais pour l'instant, c'est pas mon canal d'acquisition principal. Quand je dis acquisition, c'est-à-dire comment les gens me connaissent. Donc les gens me connaissent essentiellement sur Google. Okay, et ces chiffres que je donne, ils viennent de Google. Et donc, en fait, moi, je me concentre essentiellement sur ce qu'on appelle le SEO, donc Search Engine Optimization, donc comment être visible sur Google. Et ensuite, il y a YouTube. YouTube, pour moi, c'est un bac à sable où j'essaye de tester des choses, je me marre, et puis les gens ils peuvent un peu sentir comment je suis, tu vois, donc voilà. Mais j'ai quand même le désir de revenir une fois sur YouTube et de casser le game, tu vois, mais... Ouais, tu regardes maintenant les créateurs de contenu sur YouTube, c'est beaucoup de shorts, beaucoup de cuts, beaucoup d'effets spéciaux, entre guillemets. Et je sais pas si j'ai vraiment envie de jouer ce jeu. Je pense qu'en tant que créateur de contenu, l'un des trucs les plus durs, c'est de rester aligné avec soi-même. Et donc, YouTube, je gère peu. Voilà, peu. J'ai plus de stratégie. À un moment, je faisais une vidéo par semaine, tout ça, mais voilà. Et mes lecteurs, ils me trouvent via Google, pas via YouTube. Donc en fait, quand je leur dis ouais, j'ai posté une vidéo sur YouTube, ils sont pas trop intéressés, tu vois. Ça dépend le sujet, ça dépend combien d'emails j'envoie, etc. Après, il y a les réseaux sociaux. Twitter, je suis vraiment nul, je comprends rien. Je comprends pas du tout. Facebook, pareil, ça, je l'utilisais pour faire des pubs. Maintenant, je l'utilise plus du tout. Il y a mes potes qui postent plus du tout. Voilà, tu vois. Enfin, on est tous à la même, je pense. Ouais. Puis après, il y a LinkedIn qui est assez intéressant. Et je fais des petits dessins, tu sais. Oui. Et en fait, ces petits dessins, j'ai une tablette comme un peu ce que tu as là. Et de temps en temps, quand je suis motivé, je fais une série de dessins. Et ensuite, je vais les poster depuis ma tablette. Ils vont être postés automatiquement sur les réseaux sociaux. Et ensuite, une fois par semaine, je me connecte pour aller commenter un petit peu. Parce que les gens, ils commentent une fois. Si tu leur réponds pas, bon, ils arrêtent de commenter. Tu vois comment c'est. Ouais. Donc, j'essaye d'aller une fois par semaine. Mais après LinkedIn, je dois être honnête. Si je vois qu'un dessin fonctionne bien,
via, tu sais, j'ai 2-3 notifications sur mon mail pro. X a commenté, Y a commenté. Bah, je me dis, s'il a commenté lundi, par exemple, je poste un dessin lundi qui fonctionne bien, bah, je vais pas attendre vendredi, quoi. Je vais me connecter, et puis voilà. Mais en gros, je gère comme ça, j'ai pas vraiment de stratégie, tu vois. Puis sinon, il y a Pinterest, je l'oublie souvent parce que je l'utilise jamais. Mais j'ai quand même pas mal de trafic qui vient de là. Donc je poste enfin, j'ai Loïc qui bosse avec moi, qui poste ce qu'on appelle, je crois, des épingles, voilà, qui résument enfin, voilà, des images d'articles, puis il les poste une fois par semaine, et puis ça fonctionne bien, Pinterest, pour moi. C'est étonnant, hein. Pourtant je suis jamais dessus, je suis pas utilisateur de Pinterest, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que je gère les réseaux sociaux. Pour l'instant, c'est tout, donc je passe très très peu de temps sur les réseaux sociaux. Ok. Ouais. Et puis ma vie privée, très très peu aussi. Je poste très peu sur les réseaux sociaux. Par contre, sur mes emails, je m'ouvre beaucoup, quoi. Donc voilà. Ok. Ouais, bah, alors, c'est vrai que c'est... Je sais pas si on peut dire que c'est étonnant. Bah écoute, j'étais à un apéro là récemment. Et puis le type, je lui explique ce que je fais comme business. Et puis après, il me dit, ah, file-moi ton Insta. Et je fais, j'ai pas d'Insta. Et puis il me fait, quoi, t'as pas d'Insta en 2022, mec? Comment tu fais pour gagner ta vie? Je fais, t'inquiète, je la gagne ma vie, mais différemment. C'est pas... En fait, t'as souvent l'impression que ce que tu fais, les autres le font, tu vois. Ouais, mais en fait, pas du sûr. tout, tu vois. Ouais, c'est clair. J'ai ma conjointe qui discutait avec un pote en commun il y a quelques temps. Moi, j'étais pas là, mais elle m'a partagé une partie de la conversation. Mais c'était intéressant parce que ce pote en commun, elle disait, ah ouais, et puis le business de Julien, ça va. Et il fait, ouais, ça continue de grimper et tout. Ah, et puis il fait des ads, il fait des pubs. Il fait, non, il fait que tout de l'organique. Et puis il envoie des emails, tu vois. Quoi, les emails, ça fonctionne encore en 2022, tu vois, en fait, parce que lui, il est tout le temps sur Instagram, il pense que les emails, c'est mort. Mais non, il y a plein de gens, en fait, qui continuent de lire mes emails. Et puis après, bah, ça dépend des emails que tu envoies, tu vois. Si tu envoies tout le temps de la pub, les gens, ils vont se désinscrire. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, ok. Donc voilà. Et tu as fait pas mal d'expériences qu'on retrouve sur ton site. Ouais. Il y a notamment les 6 mois, 1 an et 2 ans sans alcool. 3 ans sans alcool. Ouais, j'ai passé les 3 ans là, il y a un mois à peu près. Il faut que je mette à jour cet article, quoi. Mais donc ça, c'est... Donc 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est... à la suite, en fait. Ah, Chaque fois, je rallonge. C'est 6 mois, un verre, après... Non. Ok, d'accord. Là, t'es à 3 ans sans alcool. Ouais, je suis à 3 ans sans alcool. Okay. Là. Mais est-ce que c'est un effort ou c'est pas un effort? C'est plus un effort. C'est plus un effort. Ça l'a été? Ça l'a été, ouais. Au début, ça l'a été. Il y a énormément de pression sociale en Suisse et en Europe d'une manière générale sur l'alcool. Donc, pour moi, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Encore une fois, j'ai une personnalité qui a de la difficulté à modérer. Peu importe. Ça peut être les choses bien comme les choses moins bien. Et donc, en gros, le sport, quand j'ai envie de m'y mettre, je m'y mets relativement facilement. Après, il y a des protocoles de sport qui ne me plaisent pas. L'alcool, j'étais arrivé à un moment donné, tu vois, je vivais à Berlin, célibataire à Berlin, machin, tout ça. Donc, je sortais peu, mais quand je sortais, je faisais des grosses fêtes. Et en fait, au bout d'un moment, ça a commencé à devenir une dissonance cognitive. C'est le terme que je voulais cherchais avant. Où en fait, d'un côté, j'essayais d'être plus productif, plus efficace, me sentir bien dans ma tête, stoïcisme, etc. Mais de l'autre côté, de temps en temps, j'ai des immenses fêtes. Tu vois, tu commences à 18h, tu finis à 6h du mat. Bon, puis t'imagines ce que ça peut faire parce que tu lis t'écoutes des gars comme Andrew Huberman qui disent, ben voilà, lui il a aussi fait une vidéo relativement qui a bien fonctionné sur l'alcool, etc. Et au bout d'un moment, il y avait cette dissonance cognitive. Et au bout d'un moment, j'étais, en fait, c'est plus pour moi, tu vois. Mais ça prend du temps, quoi. Et ça prend une bonne paire de coronesses, à mon avis. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais le courage, c'est... Pour moi, hein, le courage est une des valeurs les plus importantes, parce que sans le courage, tu ne peux pas protéger tes autres valeurs. Et pour moi, le courage de dire, OK, pour moi, l'alcool, c'est fini. Et je risque de me faire rejeter par mes proches, par une partie de mon entourage. Je vais devoir rencontrer des gens différemment, je vais devoir changer beaucoup de choses dans mon quotidien. C'est pas facile. Et c'est pour ça que pour moi, c'est l'une des meilleures décisions, parce que derrière cette décision, tu apprends vraiment ce que c'est, entre guillemets, te dire, OK, ça c'est moi, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi, on peut discuter même si vous buvez des verres. Tu vois, moi, je suis ultra open. Je dis toujours aux gens, si pour toi, l'alcool, c'est ta drogue de prédilection, fine, tu vois. Il y a d'autres drogues qui sont super intéressantes et probablement moins nocives que l'alcool.
Et puis après, les gens ils se font ah ouais, machin, tout ça. Ah, déjà, l'alcool, tu vois, pour certaines personnes, l'alcool, c'est pas de la drogue, tu vois. Donc en fait, pour moi, c'était ultra intéressant. J'ai eu des discussions ultra chouettes avec plein de gens sur l'alcool, à partir du moment où tu respectes leur choix, tu vois. Et puis aussi, des incompréhensions d'autres personnes, tu vois. Mais en termes de productivité, ça me fait toujours rire, tu vois, les gens qui optimisent leur application de prise de notes pour être plus efficace, tout ça, mais qui se foutent des immenses cuites le week-end, tu vois. Je fais, bon, vous savez quoi, les gars, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. Parce qu'en termes de productivité, le sommeil, c'est ultra important, et l'un des ennemis du sommeil, c'est l'alcool, etc. Et t'as pas besoin de boire beaucoup, hein, là, je prends des exemples extrêmes, mais déjà 2, 3, 4 verres, ça a un gros impact sur beaucoup de choses. Ouais, c'est ultra important. Donc voilà. Donc ouais, je fais des expériences comme ça. À la base, je voulais pas arrêter 3 ans. Hein. J'étais parti sur 90 jours. Ah ouais. Je commence toujours avec des petites expériences comme ça. Et puis au bout d'un moment, j'étais mais c'est génial ce qui se passe dans ma vie, tu vois, sur plein de domaines. Ouais. Et j'étais mais en fait, je continue. 6 mois après, il y a eu le Covid qui m'a aidé. Parce que tout était fermé, tu vois. Comme quoi, tu vois, des événements que tu juges comme des fois négatifs, tu peux les interpréter différemment, tu vois. Ça dépend comment tu les cadres. Complètement. Et puis après, j'ai continué. Et puis là, je me sens vraiment bien. Mais par contre, je me dis toujours, je me laisse une porte. Peut-être qu'on si on se revoit dans une année, peut-être qu'on va boire un verre de vin, tu vois. J'ai pas envie. Moi, ça me fout une pression énorme de me dire que c'est pour toute ma vie, tu vois. Mm-hmm. Mais pour l'instant, je me vois vraiment pas revenir en arrière. Et puis mes potes, je les vois différemment. J'ai changé mon style de vie. Et puis voilà, quoi. Ok. Donc ouais, je fais pas une expérience comme ça et je les partage d'une manière relativement ouverte avec les gens. Ouais, tu as des articles justement là par rapport à donc, tes expériences, je disais, donc là maintenant 3 ans sans alcool, tu as fait 1 année sans réveil. Ouais, alors là, j'ai pas mis à jour cet article, mais je vis plus, à l'exception quand je vais à l'armée, là j'ai encore un pied Tout le temps sans réveil. Ouais. Sauf aujourd'hui où je vais prendre mon train, tu vois, mais en règle générale, j'évite de prendre des rendez-vous le matin. Évidemment, je suis pas un extrémiste, donc de temps en temps, je fais des exceptions, mais en règle générale, je me réveille entre 7 et 8 heures, sans réveil, tranquille. Ça me foutait la pression quand j'étais salarié de devoir... tu vois, tu te réveilles la nuit, puis tu vois, il faut que je me réveille à 6 heures, oh mon Dieu. Puis en fait, ça alimentait l'anxiété, j'arrivais pas à dormir. Donc en fait, pour moi, c'est un des objectifs principaux, c'était de détruire mon réveil le plus tôt possible. Donc, ouais, c'est assez intéressant. 30 jours sans café. C'est juste 30 jours sans café. Ouais, la caféine, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va... plus tu bois de café, plus ton cerveau va créer ce qu'on appelle des récepteurs d'adénosine qui vont bloquer l'effet de la caféine. Et c'est ce qui fait qu'en fait, plus tu en bois, plus il y a une accoutumance qui se crée, plus tu dois en boire pour ressentir les mêmes effets. Et donc, en fait, c'est bien de faire de temps en temps des cures. Mais là, je suis à entre 1 et 2 cafés par jour. Et ça va bien. Ouais. Là j'ai repris le café, ouais. J'ai fait un test. J'ai fait 30 jours sans café aussi. Ouais, et t'as ressenti quoi? Mais écoute, pas grand-chose. Bon, alors, avant de faire ces 30 jours sans café, moi j'étais déjà maximum 2 cafés par jour. Ah ouais, ok, ouais. J'avais déjà fait un travail de me dire j'en bois 2 max par jour. J'avais déjà fait le travail de me dire après 14 heures, j'en bois pas. Ouais. Donc il y avait ça. J'avais déjà entendu justement tous les effets de la caféine. Donc ça m'arrivait que tout d'un coup un jour j'en buvais pas. Ah ouais, intéressant. Ouais. Puis à un moment donné j'étais en service civil à l'hôpital de Pourtalès. Je sais plus si je t'avais dit. Bref, on s'en fout de cet épisode. Je fais mes cours de répète en gros en service civil. Et puis là-bas, étant donné qu'il n'y a pas le café que je veux, ouais. Parce que j'aime le café, donc je veux que les grains soient de qualité, ouais, etc. Ouais. Je me suis dit, je vais pas boire de café. Puis en plus, je vois pas de clients, je bois pas de café avec mes collègues, etc. Au service civil. Ouais. Donc je me dis, c'est le bon moment. Et j'ai décidé de pas en boire. Et ce que ça m'a fait, c'est... en fait, tu as cette partie d'habitude. Tu as quand même ce manque. Tu te dis, mais là, un petit café, ça ferait du bien. Quoi. Ouais. Mais moi, j'ai pas besoin de café pour me réveiller. Et après, pour la concentration, j'ai pas vraiment pu noter une différence avec ou sans café. Après, on en parlait un petit peu quand on mangeait. Il y a cette partie de si je bois un café, je serai mieux concentré. Tu vois où je me dis ça. Donc, peut-être que ça m'aide dans ce sens-là.
Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que c'est des bonnes observations que tu as, tu vois. Cette notion d'habitude, c'est très social aussi le café. Hein. Ah, complètement, ouais, c'est sûr. Donc moi, j'en buvais beaucoup plus quand j'étais salarié. Maintenant, et puis, quand j'étais salarié, j'en buvais plus. Après, quand j'ai commencé à travailler depuis chez moi, avec ma conjointe qui bossait aussi depuis chez elle, ben, on se faisait beaucoup de café. Parce qu'on avait une machine à café avec les capsules. Et maintenant, la machine à café, elle est dans la cave et on fait plus que les cafetières italiennes. Ouais. Et simplement parce qu'on rajoute de la friction, ça va parler habits là, simplement parce qu'on rajoute de la friction, j'en bois beaucoup moins. Ouais. Parce que, ah ouais, il faut attendre, ah ouais, il faut que ça chauffe, tu vois, tu dois préparer. C'est un beau processus, mais ça nécessite simplement plus de temps. Et des fois, tu es là, ouais, non, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Alors que quand tu as la capsule, tu es là, allez, petit café. Quoi. Donc, ouais, c'est intéressant. Moi, ce que j'avais vu, c'est qu'à l'armée, à un moment donné, habituellement, je me bois le café le matin à l'armée avec mes officiers, on fait le petit brief le matin, etc. Et puis à un moment donné, c'était la merde, on était testé ou je sais plus quoi, j'avais pas plus boire mon café, il y a des imprévus, quoi. Et puis à 16h, j'avais une barre, tu sais, en mode gros mal de tête, quoi. Et j'étais, ouais. C'est bon, j'ai chopé le Covid, tu vois, parce que c'était dans les bunkers à l'époque du Covid, machin, tout ça. C'est bon, cette fois, j'ai le Covid. Et en fait, je me suis dit, ah mais non, en fait, j'ai pas bu mon café du jour. Je suis allé à la machine à café, 16h, hein, il faut pas du tout faire ça, machin, etc. Boum, je me suis fait mon café, une demi-heure après, plus rien. Donc c'est intéressant, quoi. Après, sur cet article, 30 jours sans café, il y a des gens qui postent qui sont à 8 tasses, tu vois, 8-9 tasses, et puis qui sont là, ouais, je tremble, tu vois. Encore une fois, à dosage. C'est clair. Tu vois, à dosage. Ouais. 3 mois de yoga quotidien? Ouais, 3 mois, c'était à Berlin. J'avais un a priori par rapport aux gens qui faisaient du yoga. Je pensais que c'était des illuminés, un peu hippies sur les bords, tout ça. En fait, j'ai découvert une communauté extraordinaire. Et puis, c'était du yoga Ashtanga, donc c'était relativement difficile. Donc, ouais, très belle expérience qui m'a rappelé l'importance d'être avec des gens, quoi. Sans écran. Et de commencer ses journées par quelque chose autre que du job, c'est ultra important, quoi. Ça peut être de la lecture, ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, mais là, moi, le réflexe, c'est d'aller rencontrer la lumière du jour. Là. On a une rivière à côté de chez nous, puis simplement regarder l'eau un peu passer, et puis voilà. Puis ça peut être juste 10 minutes, tu vois, même quand, et c'est le plus dur, mais c'est ce qu'on disait, même quand tu as des urgences ou des choses qui te semblent super importantes, réussir à le faire, je pense que c'est une compétence qui s'acquiert. Tu vois, genre, tu te dis, ok, j'ai des urgences, mais c'est pas une vraie urgence, tu vois, ça peut attendre, quoi, au final, tu vois, et tu vas quand même, tu nourris ça, et ouais, c'est cool, ça s'acquiert, quoi. Donc, en parlant de rivière, tu as fait 30 jours de douche froide aussi? on va passer à toutes les expériences. Ouais, il y a 30 jours de douche froide où, en fait, l'intérêt de l'eau froide, elle est... Enfin, Wim Hof, tu connais, hein, oui. Ceux qui nous écoutent, je vous recommande vraiment de vous intéresser à ce personnage haut en couleur, Iceman. Exact. Wim Hof, qui est un gourou, quoi, enfin... que je trouve fascinant et qui m'a, en fait, donné envie de tester l'eau froide en 2015. Je crois en 2015-2016, il était passé sur Arte, c'était fou, quoi. Ça commence, le gars, il est là, il dit « I do not only endure the cold, but I love the cold ». Et puis tu le vois nager sous la banquise, ouais. Un gros malade. Bah, c'est le même moment, moi aussi c'était 2015-2016, où j'ai été touché par ce personnage. Ouais, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il a explosé là, à ce moment. Ouais. Complètement. Et donc là, j'ai testé, tu vois, j'étais à Berlin à l'époque, donc l'eau froide, elle était bien froide. En plus, c'était en hiver. Et puis petit à petit, tu vois, j'ai toujours gardé l'eau froide assez proche. Puis là, maintenant, j'habite proche d'une rivière, c'est pas pour rien. Et c'est justement pour aller me baigner. Là, j'ai terminé, je n'ai pas encore publié, mais j'ai fait 30 jours de bain froid matinaux. Le premier truc que je faisais, c'était aller me baigner. C'était aussi une expérience intéressante, tu vois. Il y a une fois, j'étais avec une lampe frontale dans la rivière parce qu'en fait, j'ai des rendez-vous le matin et j'étais ah merde, si je veux faire le bain matinal, il faut que je me lève. Puis tout, on est en novembre et puis voilà. Donc ouais, c'est cool, c'est des petits délires, quoi. Donc pour les gens qui connaissent pas l'intérêt de l'eau froide, un café, ça réveille le matin, mais une douche froide, c'est l'effet au niveau de l'énergie, c'est 2 fois plus important. Et puis il y a des recherches. Il y a un livre qui s'appelle Dopamine Nation,
qui a été écrit par Anna Lemke, qui est passé justement dans un podcast avec Andrew Huberman, où justement, ce livre est très intéressant, elle explique le rôle de la dopamine, etc. Et puis en fait, elle explique que l'eau froide génère multiplie par 5 la quantité de dopamine dans notre organisme, et les effets peuvent durer jusqu'à 5 heures. Donc en fait, tous ceux qui prennent des bains froids te diront, on le fait surtout pour la sensation de après. Qu'est-ce que ça te procure ? Moi, je me fais un bain froid, 1 heure plus tard, un café, et puis avec une bonne électro, mais je te jure, des fois, je le plane, quoi, tellement que j'ai des trucs qui se passent en moi, quoi. Je pourrais pas exactement les décrire, mais ouais. Au contraire, éviter de prendre des douches froides le soir avant de C'est se juste. coucher. Ça chauffe ton corps. Ouais, exact. Ouais. Ouais. Puis en tout cas, pour les personnes qui ont des problèmes À trouver le sommeil. C'est juste. Il faudrait plutôt prendre une douche chaude, par exemple. Exact. Un bon bain. Exactement. Chose que, bon, moi, j'ai pas trop de problèmes de sommeil, mais justement, en 2016, j'avais fait avec un pote le challenge de 30 jours de douche froide. Et à chaque fois qu'on se douchait, après la douche, on devait s'envoyer un vu sur WhatsApp. Et l'idée, c'était que celui qui ne tenait pas ces 30 jours devait payer une bouffe à l'autre. Ah, je pensais qu'il devait manger une boîte de Whiskas. Non. Ça marche bien aussi, ça. Ouais, c'est clair. Et puis, pour le coup, moi, j'ai fait 1 an, un truc comme ça, de douche froide. Puis après, je me douchais que à l'eau froide, sauf exception. Encore une fois, c'est une habitude que tu perds très rapidement. Hein. Ouais, complètement. 30 jours sans smartphone. Ouais, plus difficile. Assez difficile, j'en ai pas mal bavé. Ouais. J'ai acheté un vieux dumb phone. Il y a une ou deux fois, j'ai pas pu payer mon ticket, j'avais pas la monnaie, il n'y avait pas de truc pour la caisse à Berlin, donc je me suis fait gauler, j'ai dû payer. À un moment, je voulais rentrer dans un espace de coworking, j'ai réalisé que la clé, elle était sur mon smartphone. Et puis bon, quand tu vas chez le médecin et que tu dois attendre dans la salle d'attente, et que tu prends ton dumb phone, tu le regardes 3 fois, et puis après tu ouvres et puis t'es le Snake, puis tu joues au Snake une fois, et puis bon, c'est bon, quoi. Donc après, tu prends un livre tout le temps avec toi, et puis tu organises un peu mieux tes déplacements à l'avance parce que t'as pas Google Maps. Donc très intéressant, mais ça m'a fait réaliser que c'est très difficile de vivre sans smartphone à notre époque. C'était en plus avant... Non, c'était pendant le Covid, je crois, en plus. Ouais, c'était pendant le Covid. Ça nécessite plus d'anticipation, en fait. C'est ça le gros enseignement. C'est qu'en fait, tu connais pas l'horaire, tu regardes l'horaire CFF ou Google Maps, boum. Et puis tu as tout de suite les horaires. Ah ouais, non, je vais faire autre chose. Donc plus d'anticipation, d'une manière générale. Et puis c'est dommage parce que tu peux pas prendre des photos de choses cool que tu vois au quotidien où tu te trimbales avec un téléphone. Enfin, je veux dire, il y a quand même des trucs ultra pratiques, quoi. Ouais, c'est clair. Donc je l'ai fait, mais je pense pas que je vais le refaire, quoi. Ok. Ouais, c'est pas un truc qui m'appelle, quoi. Par contre, ça m'a permis vraiment de comprendre quelles sont les applications qui étaient importantes. Puis qu'est-ce qui était vraiment utile dans un smartphone. Tu vois, là, je te donne les trucs. Voilà, c'est en gros bancaire, c'est important. Déplacement, c'est important. Photo, c'est important. Puis communiquer avec les gens, c'est important. Mais le reste, je l'ai supprimé, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Et tu as aussi fait 30 jours de microdosing. C'est juste. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le microdosing ? Microdosing, tu peux faire du microdosing à base de LSD ou de psilocybine. Donc, c'est des substances qui sont hallucinogènes, qui sont considérées comme des drogues. Mais si vous renseignez sur les effets, la dangerosité entre l'alcool et psilocybine, par exemple, vous verrez que les dangers sont plutôt en faveur de l'alcool, quoi. C'est un champignon, la psilocybine, c'est une substance. En fait, c'est une substance qui se trouve dans les champignons. Voilà. Donc c'est illégal en Suisse. Ça dépend. Mais je crois qu'en Suisse c'est légal. Donc moi j'étais pas en Suisse quand je l'ai fait. Je tiens à préciser, il faut quand même respecter les lois, etc. Après, tu prends des microdoses. Donc c'est-à-dire que ça change pas ton état. Ça va simplement, théoriquement, un peu plus t'aider à te concentrer. J'ai pas vu de grosse différence, personnellement. Moi,
j'ai pas vu un changement fou. Je dirais les gens qui veulent vraiment apprendre à se concentrer, enfin améliorer leur concentration, c'est sommeil, hydratation, beaucoup d'eau. Donc moi je travaille toujours avec de l'eau sur mon bureau et je bois souvent, des pauses et savoir sur quoi bosser. Et puis après c'est de l'entraînement. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de pilule magique et les personnes qui utilisent des substances pour se concentrer, il y a toujours un prix à payer, tu vois. Donc ouais, c'était une expérience intéressante. Donc sur 30 jours, tu prends une dose, une micro-dose, hein, c'est tout petit durant, on va dire, tous les 2 jours, quoi. Enfin, tu laisses 2 jours, c'est-à-dire tous les 3 jours. Puis voilà, moi j'ai pas vu de gros changements, mais après il y a l'article sur mon blog qui est plus détaillé, et puis voilà, il y a une ou deux fois où je chantais un truc, mais encore une fois, est-ce que c'est placebo, est-ce que c'est pas placebo? Il y a des études qui ont été menées comme quoi il n'y a pas d'effet, de gros effets négatifs, quoi. Il n'y a pas d'effet négatifs connus, donc voilà. La psilocybine, c'est un sujet qui est très intéressant. J'ai lu un livre sur le sujet des addictions, enfin des drogues, qui s'appelle Never Enough, très intéressant. Où en fait elle va détailler différentes drogues. Elle va commencer par l'alcool, ensuite la coke, ensuite je crois la nicotine, peut-être même la caféine, et à la fin elle parle de la psilocybine comme elle explique qu'elle a hésité de l'inclure dans ce livre parce que la psilocybine, je parle pas de microdosing, mais quand tu prends des doses normales, ne vont pas stimuler le même centre dopaminique que d'autres drogues, tu vois. Et donc, il y a eu des recherches qui très prometteuses dans les années, je crois, 80-90. Ensuite, les fonds ont été coupés. Pourquoi ? Je ne sais pas. Et ensuite, qui ont repris là, ces dernières années. Et c'est fou, en fait. C'est vraiment fou ce qui se passe avec ça. Ils font des découvertes pour la dépression, pour la peur de la mort, pour les patients qui ont un cancer et qui sont en phase terminale, pour se libérer de cette peur de la mort, etc. C'est vraiment impressionnant, quoi, ce qui est fait. Et j'ai pas suffisamment lu sur le domaine pour pouvoir partager plus, mais c'est clairement un sujet qui m'intéresse. Et pourquoi est-ce que tu mènes ces expériences ? Qu'est-ce qu'elles t'apportent ? Est-ce que tu continues de manière régulière à chercher une expérience à mener ? Ouais. Non, là, j'ai pas d'expérience en ce moment, tu vois. L'expérience préparée à être père, c'est déjà pas mal. Genre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. mais en gros, il y a plusieurs raisons, mais je pense qu'il y a intrinsèque, c'est l'envie de me connaître et simplement la curiosité de voir où je peux aller, qu'est-ce que provoque quoi, etc. Donc ça, je pense que c'est important. Comprendre ma discipline, renforcer ma volonté, même si je fais tout pour ne pas en avoir besoin au quotidien, tu vois. Puis après, il y a cet aspect communautaire où finalement je partage mes expériences, ça permet de créer du contenu, puis les gens ils disent ah ouais, en fait ils testent ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, ça donne envie aussi à des gens d'essayer tout simplement. Sûr, et je pense que c'est intéressant, quoi. Ouais. J'ai reçu des retours super intéressants, tu vois. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur l'alcool, pourquoi j'ai arrêté l'alcool. J'ai reçu des témoignages de malades sur des gens qui ont arrêté parce qu'ils ont vu cette vidéo, quoi. Et c'est pas une vidéo qui a fait, je sais pas, peut-être fait 50 000 vues, tu vois, c'est pas fou, quoi. Mais encore une fois, je crois pas que c'est vraiment la quantité qui est importante, mais plutôt la qualité des retours que tu as, tu vois. Et c'est une longue vidéo, quoi, 50 minutes, tu vois. Ah ouais, ok. Ouais. Et t'as des gens qui, ouais, c'est fou, quoi. Donc voilà, je pense que il y a plusieurs raisons qui font que je partage, quoi. T'as cité pas mal de références, de livres, d'auteurs, d'autres types de personnes. Est-ce qu'il y a, si tu en choisissais un livre que tu recommanderais, ou un documentaire, ou autre, ça peut être sur la thématique de la partie 1 qu'on a faite, donc l'infobésité, l'organisation, ou même juste de manière générale... pour se sentir bien. Non, je vais dire, les gens qui sont intéressés par l'organisation, ils peuvent aller sur mon site ou sur Amazon, ils trouveront, tu vois. Moi, je vais te parler d'un livre qui m'a touché dernièrement, qui s'appelle A General Theory of Love, une théorie générale de l'amour. De qui ? Je peux pas te dire. C'est 3 auteurs, mais il est très bien écrit.
Il est très très bien écrit. Et puis justement, Bon, on le mettra dans ouais, les commentaires. ouais. Et en fait, c'est un livre... En fait, comment j'ai trouvé le livre? Comment je l'ai découvert, ce livre? Je l'ai découvert en lisant la bibliographie de Fooled by Randomness, donc Nassim Nicolas Taleb. Et une manière de sélectionner mes livres, souvent, c'est que je lis un livre, et puis ensuite je vais dans la bibliographie, et je mets un petit trait à côté des livres que j'ai envie de lire, qui m'interpellent. Ensuite, je commande le livre, et en fait, en faisant ça, je creuse. Je vais dans des livres de plus en plus anciens, tu vois. Et donc ça, c'est aussi une manière pour moi de sélectionner l'information. Quand ça concerne des problèmes anciens, je vais lire des livres anciens. Et donc c'est pour ça que plutôt que de lire des livres de psychologie actuelle, je vais lire plutôt du stoïcisme. Parce qu'en fait, les mecs avaient déjà tout trouvé. En fait, les psychologues sont en train de redécouvrir certains trucs en faisant des études, ils mettent des autres termes, etc. Après, je fais des exceptions, hein, tu vois, mais... Et voilà. Donc, A General Theory of Law, il m'a vraiment touché et puis il m'a fait comprendre l'importance de l'engagement, c'est quoi l'amour, la différence entre mémoire implicite, explicite. C'est riche et tu sors de là, les mecs, ils n'ont jamais dit en fait, ils t'ont jamais donné la définition de l'amour, mais ils te l'ont fait ressentir. Et ils t'ont fait ressentir que l'amour, c'est important en fait. Et moi, ouais, ça m'a pas mal bousculé ce livre. Et je l'ai déjà recommandé à 2-3 personnes qui sont relativement, comment dire, qui ont des standards élevés de lecture, qui m'ont dit génial. Ok. Donc voilà, après, faites gaffe à vos attentes, parce que là, je viens de vous en créer, et donc faites gaffe. C'est sûr. C'est un de mes nouveaux principes, c'est qu'il n'y ait pas d'attente. Ouais, c'est ça. On peut se réjouir, mais il faut faire gaffe aux attentes. Il faut faire gaffe aux attentes. Ouais. C'est pour ça... Ouais, tu vois, les recommandations, c'est toujours chaud, parce que tu lis tous les commentaires sur, je sais pas, Amazon, puis tu vois les gens, ouais, génial, et puis après, ça t'ancre, tu vois. C'est clair. Puis après, t'arrives, puis en fait, non, c'est pas trop mon délire. Ouais. Donc voilà. Et puis, donc ça, c'est un livre qui m'a pas mal apporté. Je peux en donner un deuxième ? Oui, vas-y. Ok. Je sais pas si tu avais une règle Non, très stricte. Il y a un autre livre qui est très intéressant qui s'appelle Seeking Wisdom de Peter Bevelin. Seeking Wisdom. Il est difficile à trouver. Il est vraiment très difficile à trouver. Est-ce que, excuse, je te coupe, A General Theory of Love et Seeking Wisdom, ils sont en français ? Toi, tu les lis en anglais ? Non, je crois pas. Tu crois pas, ok. Ouais, je crois pas. C'est juste. Mais en fait, je recommande les livres qui me parlent. Et puis, Oui, voilà. Ouais, non, c'est sûr. C'est juste pour ouais, c'est les gens vrai. qui nous écoutent. Après, j'en donne un en français. Donc, Seeking Wisdom, il va te parler pas mal de biais cognitifs, comment ne pas tomber dans ces biais cognitifs, et comment finalement ne pas tout suranalyser, mais prendre dans la plupart du temps des bonnes décisions sans entrer dans des grosses prises de décision. Tu vois ce que je veux dire ? Dans des règles du pouce. Une règle du pouce pour l'alimentation, c'est quand tu es au supermarché, achète. Tu prends pas de la merde. Non, achète ce que tes ancêtres consommaient, tu vois. Et ça, c'est une règle du pouce. Ça veut pas dire que c'est tout le temps juste. Ça veut pas dire qu'il y a des aliments plus récents qui n'étaient pas disponibles pour tes ancêtres, qui sont pas bons, mais c'est une règle du pouce, tu vois. Et des règles du pouce comme ça, c'est important d'en avoir. Et puis, pour justement éviter les mauvaises décisions, quoi. Okay. Ou réduire la probabilité de prendre une mauvaise décision, quoi. Après, tu peux toujours prendre des mauvaises décisions, mais voilà. Et puis voilà. C'est comme, tu vois, là, récemment, j'ai publié un dessin. Tu vois, sur un dessin, il y a un dentiste qui ressemble à un boucher et un dentiste qui ressemble à George Clooney. Mais en fait, à réputation égale, prends le boucher. Prends le boucher. Parce qu'en fait, il part avec un défaut. Il n'a pas la tête de l'emploi. Et donc, à réputation égale, il a dû compenser son look de boucher par des compétences plus avancées. Tu vois. Et donc ça, en fait, c'est paradoxal. Mais en fait, si tu as ça en tête, tu vas dire, quand tu vois un consultant, tu vas prendre celui qui est en short, t-shirt, à réputation égale, parce que finalement, il n'a pas la tête de l'emploi. Tu vois. Et ça, c'est intéressant. Ce sera des fois faux. Des fois, tu auras des gars en chemise qui sont ultra compétents. Tu vois ce que je veux dire. Mais, donc voilà. Et ça, Peter Bevelin l'explique très bien. Mais c'est un livre que tu lis le dos droit en prenant des notes parce que c'est pas forcément de la lecture ultra. C'est très intéressant, mais c'est demandant, quoi. Ok, d'accord. Et puis pour tout ce qui est... pour les francophones. Pour les francophones,
Pour les francophones, bah, je dirais Introduction aux pensées de Marc Aurèle. Ouais, vraiment intéressant. Je l'ai déjà cité, mais pour moi, il est très intéressant, quoi. Qui est plus philosophie, quoi. Et puis, j'ai introduit un nouveau concept qui est que un ou une des anciens invités à ce podcast pose une question au futur invité qu'il, elle, ne connaît pas. Donc, tu as le droit à une question. Si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez changer de métier, lequel serait-il ? Alors, si je pouvais changer de métier avec une baguette magique et que je pourrais plus être organisologue... Bon, déjà, est-ce que cette question est pertinente pour toi ? Bah écoute... Enfin, disons ton métier de rêve, quoi. Bon, là, j'ai trouvé ma place, tu vois. Okay. Là, je me sens vraiment aligné et c'est vraiment un truc cool, ça prend du temps, tu vois. Trouver sa place dans la société, mais un métier comme ça, attends... Mais sinon je vais faire mieux. Je vais faire mieux parce que lui m'a posé plusieurs questions. Moi, je lui avais demandé une seule. Donc, toi, tu m'en enverras qu'une seule, s'il te plaît. Moi, en fait, je peux déjà te la dire là. Ah non, mais en fait, il ne faut pas que je la dise. Parce que ok. Non, je la noterai ou tu me l'enverras. Ouais. Lui m'en a envoyé plusieurs et ce que j'ai fait, parce que je voulais pas moi choisir, c'est que j'ai numéroté les questions. Ok. J'ai passé à ma copine, elle en a pris une et puis j'ai décidé, enfin c'est celle-là qui est sortie au hasard. Mais donc je te donne la suivante qu'il m'avait posée. Si chacun d'entre nous devait prendre une action pour un monde meilleur, laquelle serait-elle ? Ah ouais, ok. Ça c'est bien ça. Alors, prendre une seule action, hein. C'est une action pour un monde meilleur. Je pense, et ça va être un bon rappel par rapport à ce qu'on a discuté, mais ce serait que chacun se pose, que chacun recherche sérieusement sur Google le terme adaptation hédonique. Et ce que ça implique dans sa vie. Et ça, je pense que ça nous permettrait de réduire drastiquement notre société de consommation. Parfait. Deep. Merci beaucoup, exactement. Comme ça va demander aux personnes qui nous écoutent de le faire. Bah, on verra, pas forcément, tu vois, mais... ça va inviter. Ça va inviter les gens, ouais. tu vois. Ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment un concept, moi, qui m'a énormément apporté, qui m'a vraiment aidé à ne plus jouer au Tetris avec mon planning, tu vois, et plutôt à me dire, ok, on revient sur du... je sais que tu regardes le temps qui passe, mais je sais pas si on a le temps. Non, Okay. On a le temps. Je monitore mes caméras. Ok, ça va. On terminera peut-être sur une citation d'Épictète qui fait la connexion avec cette adaptation hédonique, parce que les mecs l'avaient déjà pressenti à l'époque en observant les gens autour d'eux, mais est riche celui qui maîtrise ses désirs. Tu vois, c'est pas facile, hein. Mais si tu arrives à maîtriser tes désirs, tu seras beaucoup plus riche qu'une personne qui a tout, mais insatisfaite de ce qu'elle a, quoi. Donc voilà, et l'adaptation hédonique aide pas mal. Autant toi-même dans ta satisfaction au quotidien que le consumérisme, quoi. À réduire ce consumérisme effréné, quoi. Et donc toutes les conséquences que cela a sur notre vaisseau spatial appelé Terre, quoi. Tu peux répéter la citation ? Est riche celui qui maîtrise ses désirs. Petit moment de silence pour les gens. Petit moment philosophique. Exactement. Et ma dernière question pour toi, avant de conclure, qu'est-ce que le succès pour toi ? Le succès pour moi, c'est de pouvoir faire une sieste quand je le souhaite. Bim. Voilà. Parfait. Au moins c'est clair, c'est précis, ouais, c'est mesurable. C'est mesurable. Ouais. J'ai encore beaucoup à faire pour atteindre ce niveau. Tu vois, c'est comme si te dire, bon maintenant, écoute, tu sais quoi ? Je vais faire une sieste. Tu vois, j'arriverai pas, tu vois. C'est clair. Ouais, donc voilà. Et Julien, donc où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet ? Alors, j'ai un site qui s'appelle organisologie.fr.
.com. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Parce qu'après le reste, si vous vous inscrivez à ma mailing list, il y a les liens pour Pinterest, LinkedIn, etc. Mais j'irais organisologie, c'est l'univers, et puis après le reste, c'est des univers secondaires, quoi. Parfait. Cool. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? J'ai passé un très bon moment. C'était très cool de pouvoir échanger sans pression de temps, en fait. Et puis sans cadre. Donc félicitations pour les questions, pour l'écoute. Merci, c'est gentil. J'ai fait quelques podcasts et pour pouvoir, quelques interviews pour te dire que j'ai beaucoup apprécié, quoi. C'est sympa, merci beaucoup. On sent l'expérience. C'est gentil, parce que moi je la ressens pas de mon propre côté. Ouais. C'est sympa. Julien, à bientôt. À bientôt. Ciao Brian. Ciao. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et s'il vous a plu, pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Oumana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube. N'oubliez pas de laisser une note. Je vous donne rendez-vous le dernier vendredi de ce mois pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!